quand je parle de ta fille, par exemple, je sens, et t'en parles dans ton livre, qu'il y a un sujet avec ta fille. Oui, mais je ne veux plus parler de ce sujet. Et on va arrêter de parler de ce sujet. Ça a été une histoire compliquée entre vous. On va arrêter de parler de ça. Et juste aujourd'hui... Je ne te répondrai pas, c'est fini, je ne réponds plus. Si tu veux qu'on arrête l'interview, on arrête. Non, mais pourquoi tu ne réponds plus? C'est ça ma question, c'est pourquoi tu ne veux plus en parler. Et tu vas arrêter parce que je vais me lever, je partirai. Ah bah non, ça, je ben moi, je te dis. Bonjour Babette. Bonjour Alexandra. Comment ça va? Mais c'est à moi de te poser la question. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Tu es belle comme un cœur. T'es adorable. Je suis tellement contente de te recevoir dans ce canapé d'Allo Alex. Il faut que je te dise quelque chose. Je pense que tu l'as fait exprès. Est-ce que tu sais qu'en face du studio, c'est là que j'ai eu mon premier restaurant. C'est vrai? Avec 2 tables. Et ben voilà, tu vois, petit clin d'œil. Tu vois ça? Je suis trop contente. Non. C'est une coquine, elle a fait exprès. Non, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te faire venir sur ce canapé. Oui. Ça, c'est vrai. Babette, donc merci d'avoir répondu à mon appel. Est-ce que j'ai encore besoin de te présenter? On le fait pour ceux peut-être qui te découvrent encore, qui sont peu nombreux à te connaître, mais chef cuisinier, femme engagée en politique, femme de conviction. J'essaye. Ça va, t'arrives à gérer tout ça? Ah oui, mais bien sûr. Tu peux on ne refait pas la Babette, au contraire, ça s'empire. Tu as toujours des choses à nous dire. Toujours. Et j'aimerais qu'on parle d'actualité pour commencer, si tu es d'accord, cette interview et de ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. Oh là là. Le judoka Teddy Riner a tenu à évoquer le sujet donc, de ce qui se passe là-bas. Je vais le citer, ce sont ses propos. « J'aimerais comprendre pourquoi c'est plus cher pour nous. J'aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. On est français ou on n'est pas français ?» Évidemment, on parle de la crise économique qui se joue en Martinique, effectivement, avec le coût de la vie qui est plus cher. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Alors, si c'est maintenant qu'ils se réveillent pour voir que le coût de la vie est plus cher, ils sont comme une bombe à retardement, tu vois. Donc, parce que ça fait longtemps que ça continue, ça fait longtemps que la vie est comme ça, personne ne fait rien. On a une politique qui est très instable là-bas, on n'arrête pas de nous donner des ministres tous les ans. À chaque fois, les ministres changent, nous sommes au 7e ministre en Outre-mer. Comment veux-tu faire une politique durable quand on a un gouvernement chaotique comme ça? C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de direction prise, stable? Il faut que je te dise quelque chose. Les Outre-mer, ça sert de débarras pour la France. Lorsque on n'a pas envie de quelqu'un, ici dans l'Hexagone, eh bien, on l'envoie en Outre-mer, ça débarrasse. Tu vois? Mais c'est super dur de dire débarrasser comme mot. Mais tous les rebuts de la société, jusqu'ici, qui sont bons à rien, on les envoie en Outre-mer. Et comment voulez-vous qu'on prenne les Outre-mer au sérieux? Qui parle des Outre-mer? Ce qui se passe en Martinique, on a eu quelqu'un qui a parlé succinctement parce que le préfet est sorti de ses gonds alors qu'il devait garder ses réserves, qu'il a commencé à gueuler sur le petit taux. Ça ne se fait pas, c'est une mascarade tout ça. Oui, tu as parlé des ultramarins qui sont pris pour des sous-français. Mais bien sûr, mais exactement, mais c'est la réalité. Personne ne parle de nous, les ministres font un petit tour et s'en va, c'est la récréation. Il y a 2 ministres qui ont fait quelque chose de bien en Outre-mer. C'est Gégaud et on l'a viré, et c'est Caranco qu'on a viré. À part ça, les autres, ce sont des touristes. Ce sont des gens, on a l'impression qu'ils viennent voir la mer. Et d'ailleurs, c'est si vrai. La dernière qui est passée, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a fait en moins d'1 mois le tour des Outre-mer. C'est pour te dire, l'engouement, c'est aller visiter les Outre-mer, se faire inviter en grande pompe un peu partout, aux frais des Français, et puis rentrer et ne rien faire. Ils n'ont pas de dossier au départ. Mais parce que c'est trop difficile à mettre en place? C'est parce que la tâche est trop compliquée selon toi? Ça n'intéresse personne. Le titre intéresse, mais pas la fonction. Mais oui, moi je te le dis, je dis ça aux gens qui m'écoutent, c'est le titre qui les intéresse. Une fois qu'ils sont assis, leur popotin, pour ne pas dire leur cul, parce que c'est comme ça que je parle, sur le siège, hein, c'est fini. Il faut savoir qu'un ministre, d'ailleurs c'est Le Cornu qui m'avait dit ça, un ministre, quand il arrive en poste, il n'a aucun dossier sur son bureau. Il faut tout reprendre à zéro. Alors imagine la situation des Outre-mer. Nous, depuis la mandature de Macron, nous avons 7 ministres. Et celui qui vient d'arriver, il ne faut surtout pas l'exciter. Il ne veut pas qu'on lui mette la pression. Il est arrivé, et d'ailleurs je sais exactement où il est dans la résidence préfectorale. Je suis allée à la résidence préfectorale parce que j'étais invitée par un préfet qui s'appelait Chevance. J'ai dormi à l'endroit même, il a dormi là. J'ai dormi dans la chambre du ministre sans le ministre. Donc je sais dans quel confort il est.
Alors, une fois qu'il est dans son petit bunker, il est là, tu penses qu'il pense au Martiniquais? Ça ne devrait pas l'empêcher de travailler. Ça devrait pas l'empêcher de travailler. Pour faire quoi? Pour faire avancer les choses et régler. Il est incapable de dire un mot sur les Outre-mer. Je veux pour preuve, il est passé à l'Assemblée nationale. Il avait son petit papier comme ça. Il était incapable de lire son papier parce qu'il bégayait, parce qu'il ne connaît rien en Outre-mer. Maintenant, on en a marre qu'on nous envoie des touristes en Outre-mer. Et pourquoi c'est différent? Pourquoi la vie, elle est plus chère là-bas? La vie est plus chère de 42%. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout est plus cher, tout est importé. Quand tu achètes un kilo de tomates de 2 € ici, même pas, et que tu achètes 12 € là-bas, il y a quand même un vrai problème. Quand il y a un fonctionnaire qui travaille ici dans l'Hexagone et qui va en Outre-mer, automatiquement, il a 40% sur son salaire. Le même fonctionnaire antillais qui part de l'Hexagone pour aller en Outre-mer, il n'a pas les 40%. Déjà, à la base, il y a une discrimination. Non. À qui tu pourrais en parler, ça? Parce que c'est un Moi, sujet... je parle à tout le monde. De toute façon, c'est un problème qui m'intéresse. Les Outre-mer, ça m'intéresse. Mais qui peut faire quelque chose? Aujourd'hui, tu parles des députés. On n'a pas de députés, président de la République. Alors, si, j'allais te parler d'Emmanuel Macron. On n'a pas de président. Emmanuel Macron, tu le crois? C'est un fantôme. Pour moi, c'est un fantôme. J'ai toujours pensé que cet homme-là, c'est un homme qui est dangereux. Avec ses yeux-là, j'ai toujours vu dès le départ, c'est un homme dangereux. C'est un fantôme et il est très méchant, Macron. Macron, il est sournois. Il te fait quoi? Qu'il t'adore, il t'aime quand il me voit. Alors, Babette, mais c'est le premier qui te savonne la planche. Mais pourquoi tu dis ça? On parle du président de la République quand même. Mais je m'en fiche, ça peut être le pape, c'est la même chose pour moi. Les titres, ça ne m'intéresse pas, moi. Tu peux être le pape. Pour moi, tu es un homme comme moi. Tu lui as dit... Et je suis en liberté d'expression pour te dire le fond de ma pensée. Macron, c'est quelqu'un, au départ, je l'estimais beaucoup parce que je croyais qu'il allait faire beaucoup de choses pour la France. Mais j'ai remarqué qu'il regardait son nombril et il faisait des choses à contre-courant. Il prenait les Français pour des cons. Non, ce n'est pas le rôle d'un président. Maintenant, il n'existe plus pour moi. Tu lui en as parlé? Tu lui as dit ce que tu me dis là? Tu sais, je dis ça à tout le monde. On connaît mon franc-parler. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des gants pour dire ce que je pense. J'ai toujours été comme ça et c'est ça qui fait mon drame. Parce qu'on me savonne la plainte. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Babette, on dit qu'elle est dangereuse, elle dit tout. Mais en politique, il faut savoir dire les choses. Quand on rentre en politique, ce n'est pas pour faire joli. Quand on rentre en politique, c'est un don de soi que l'on fait. C'est pour les autres qu'on rentre en politique, pour aider les autres. Tu n'attends ni un strapotin, ni un rond de serviette. Tu fais des choses avec ton cœur. Il y a un âge pour tout, d'ailleurs. Si je suis rentrée en politique, c'est parce que j'ai estimé que c'était le moment. Mais tu ne penses pas que quand on est en politique, il y a le respect aussi de la fonction présidentielle et de dire ça au président de la République, en vrai, Babette, quand tu veux faire de la politique et faire avancer les choses, il vaut mieux travailler avec lui que travailler contre lui. Attends, s'il était Charles de Gaulle, on ne penserait pas ça. D'accord? Lui, il n'a que ce qu'il mérite. Ben oui, je te le dis. Si on plante des carottes, on ne peut pas récolter des choux. C'est comme il a fait son lit, il se couche. Maintenant, il a le résultat de ce qu'il a planté. Et tu ne penses pas qu'aujourd'hui, il peut se mettre autour d'une table avec toi sur la question des dom-toms que tu portes, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est parti en Nouvelle-Calédonie. Parce que tu as vu la Nouvelle-Calédonie, c'était à feu et à sang. Ils se sont contentés de prendre les leaders, de les planter dans une prison ici pour les enchaîner. C'est comme ça, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est soi-disant le roi Macron qui débarque en Nouvelle-Calédonie. Il pensait que tout allait s'arrêter parce que le roi Macron est arrivé. Tu as vu les journalistes, ils n'ont jamais parlé de ça. Mais il a fait un flop. Il n'a rencontré personne. Il a fait un petit tour, il est rentré chez lui avec la queue dans les fesses. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a rien apporté. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien du tout. Il est probablement mal conseillé. Tu parlais des gens il est président de la République. Entouré aussi. Il est président de la République. Alors tant pis pour lui, c'est mal conseillé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Babette? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu ferais? On ne va pas passer nos minutes à parler de Macron qui ne m'intéresse pas. Alors on va changer de sujet. Non, mais je t'interroge là-dessus parce que je trouve que tu as été assez véhémente quand même. Tu as des idées, quoi, bien arrêtées sur Emmanuel Macron et bon, avec la fonction présidentielle. Et je sais que tu es amené à pouvoir discuter avec lui. Mais je discute avec lui, il m'embrasse, il m'aime bien, il m'appelle Babette, mais c'est hypocrite tout ça. Je vais t'expliquer. Je fais un salon de la gastronomie des Outre-mer. Je me suis battue pour faire ce salon. Écoute-moi, c'était difficile. Et pourquoi j'ai fait ce salon? Pour mettre en valeur nos cultures des Outre-mer, d'accord? C'est difficile. Quand tu décides de faire un salon à Paris, porte de Versailles, 6 000 m², pour faire venir les gens des dom-toms, déjà, le faire venir, payer l'avion et puis l'hôtel et tout ça, c'est énormément de frais. Ça a été soutenu financièrement? Personne. C'est toi qui as tout pris en charge? Moi, toute seule, avec mes deniers et mon mari, d'accord? J'ai demandé à Emmanuel Macron de m'accorder le haut patronage, écoute bien, hein, pour les Outre-mer, pour un peu soutenir les Outre-mer. Il l'a refusé. Pourquoi? Ah ben, il faut lui poser la question. J'ai demandé à son ministre de la Culture, comment elle s'appelle, celle qui était là avant mon amie Rachida Dati. Elle a refusé.
J'ai demandé à Darmanin la même chose. Il a refusé. J'ai demandé à Mme Macron la même chose pour nos Outre-mer. Pour nos Outre-mer, ce n'est pas pour ma gueule, pour les Outre-mer. Ils ont tous refusé. Alors, je les emmerde. Mais tu as bien eu quand même un semblant de réponse. On t'a bien expliqué. La réponse, c'était quand je compare les lettres, c'est toutes les lettres sont écrites de la même formule, de la même façon. Donc, toutes les agendas. Donc, tu es dégoûté. En fait, aujourd'hui, tu es dégoûté. Tu es dégoûté de la politique. Il n'y a rien qui me dégoûte. Sur les dom-toms. Non. Il y a dégoûté, moi, il faut beaucoup pour écœuré. Je ne suis même pas écœuré, c'est toute valeur que je leur donnais. Au contraire, je suis dedans et j'y vais et je fonce. Et celui qui a commencé à faire la crise en Outre-mer, je n'apprécie pas les dégâts et tout ça, la violence, je n'apprécie pas, mais il a raison de défendre sa Martinique. Il a raison de défendre son peuple. Mais comme toi, tu la défends quand je t'entends. C'est ça parce que la politique, pour toi, tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est l'idée de monter au créneau, c'est de défendre, c'est d'être investi. Mais est-ce qu'on est entendu ? Mais toi, aujourd'hui, Babette, c'est ça la question. Est-ce que tu as trouvé un parti politique aujourd'hui qui fait qu'on entend ta voix ? Alors, je vais te dire. Parce que, sans rentrer dans la politique, parce que c'est pas l'objet aujourd'hui. Il faut rentrer dans la politique. Non, c'est pas l'objet. Ma question, elle est simple. On t'a vu passer sous différentes étiquettes. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te le reproche ? De socialiste. Laisse-moi te répondre. Les gens racontent n'importe quoi. Moi, j'ai toujours été LR. Et tu sais qui m'a donné ma première carte ? Chirac, quand j'avais mon restaurant à Opéra. Donc, quand tu soutiens Anne Hidalgo, par exemple... Laisse-moi te répondre, puisque ça, c'est quelque chose de récurrent. Tous les imbéciles disent la même chose. Et là, je profite de l'occasion que tu m'as donnée pour dire. Moi, Anne Hidalgo, je l'ai connue avant même qu'elle soit en politique. C'est mon amie. Elle est venue me dire, est-ce que tu peux me donner un coup de main ? Parce qu'à l'époque, j'avais 2 émissions de télévision. J'ai dit oui, j'ai fait des émissions avec elle, j'ai fait des marchés avec elle, je lui ai donné un coup de main, comme moi je te donne un coup de main sans te demander ton étiquette politique. Moi, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas socialiste, je ne le serai jamais. Là, la presse, au début, oui, Babette, elle est avec Valérie, elle est avec... Non, je suis foncièrement de droite. J'ai toujours été de droite, je n'ai jamais changé de camp. Seulement moi, les politiques politiciennes, les petits camps, ça ne m'intéresse pas, moi. À partir du moment où j'ai décidé de suivre mon ami, de l'aider, eh bien, je le fais avec mon cœur. Oui, sans pour cela être socialiste, parce qu'on n'a jamais parlé vraiment de la politique qu'elle fait. Ce qui m'intéressait de la pousser pour qu'elle soit élue, parce que c'est une femme comme moi, et puis je savais qu'elle avait de bonnes idées. C'est tout. Et après... Sauf que je me permets de te couper, mais sauf que tu n'es pas naïve et tu connais les médias par cœur, tu en fais partie. Tu sais que tu es associée à des couleurs et à des étiquettes. Et si tu soutiens Anne Hidalgo, tu sais très bien qu'on va t'associer à sa couleur, à sa famille politique. C'est des imbéciles qui parlent comme ça. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un ami socialiste, je ne peux pas avoir... Mais je suis tout terrain, moi. Je suis désolée, mais n'empêche que je sais que je suis de droite. J'ai toujours défendu les valeurs de droite. Quand Valérie Pécresse est venue me chercher, 2 ans, elle a me convaincre pour entrer en politique, je ne voulais pas. Alors que je connais très bien la politique, parce que mon premier mari, c'était quelqu'un qui cumulait la politique, qui cumulait les titres, maire, conseiller régional, etc. J'ai connu ça, mais je n'ai pas voulu rentrer en politique. Là, je suis rentrée parce que j'ai estimé que c'était le moment. Et comme c'était la droite, et Valérie est venue me chercher, je suis allée. Mais maintenant... Les LR, c'est devenu moribond, il n'y a rien. Quand Ciotti m'a appelé pour me dire, écoute, c'est ce que j'allais parler d'Éric voilà, Ciotti. Quand Ciotti m'a appelé, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait dans un panier de crabes où il y a tout le monde, le Front populaire, il y a tout le monde, ils ne s'aiment pas, ils se déchirent, les socialistes, les communistes, et toutes ces espèces de choses. Et nous, on reste comme des imbéciles alors que les LR est moribond. Non, c'est vraiment, il faut faire l'union des droites. On fait l'union des droits, on ne fait pas l'union de toutes ces petites choses-là avec le RFI et toute la bande. Nous, on fait une vraie union et on s'y tient. Tu dis la LFI et toute la bande. J'ai même vu que tu l'avais comparé. Attends, le RN, on s'en fout des étiquettes, tu ne voulais pas en parler, mais LFI, tu as dit, c'est quoi? C'est du shampoing? C'est quoi ce parti? C'est ça, c'est ce que tu penses? J'ai l'impression que tu les aimes pas trop. LFI, c'est pas tes copains. Écoute, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas, mais en attendant, j'aime beaucoup la position que je tiens en ce moment avec Éric Ciotti, qui est un homme courageux. Parce qu'il faut être courageux pour décider de faire ça tout seul. Ils pensaient justement que les autres, mais ils n'ont pas suffisamment ce qu'il faut là où il faut pour suivre Éric Ciotti, mais ils seront obligés de venir avec nous. Parce que c'est ça la bonne voie. Quand on est unis, eh ben on avance. Quand on est dissocié, quand on est dos à dos... Tu fais référence à LFI ou tu fais référence à la gauche de manière globale qui a eu du mal à se souder? Mais tu sauras aujourd'hui que moi j'ai toujours été de droite. Et que je ne change pas d'un iota, même si les gens disent elle a été socialiste. Oui, c'est pour ça, c'était ma question sur les étiquettes. Oui, j'ai vu. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais te demander, c'était quelle était vraiment ta couleur, ton ressenti politique. Est-ce que c'est plutôt la droite, est-ce que plutôt la gauche? Parce qu'avec Anne Hidalgo, forcément, tu as été associée à la gauche. Oui, mais c'est mon ami. Je suis désolée.
Moi, j'ai un sens de l'amitié que les gens peut-être n'ont pas. Tu la soutiens toujours aujourd'hui, Anne Hidalgo? Bien sûr, même si j'ai des choses à lui reprocher, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Nul n'est parfait. Hidalgo, je l'ai beaucoup soutenue, elle le sait, et elle sait aussi ce que je lui reproche. Sur quoi? Sur la mairie de Paris? Ah, elle le sait. Et nous, on le sait pas. C'est mon amie. Je ne suis pas là pour la dénigrer. Elle sait très bien. D'ailleurs, je lui ai envoyé un courrier il n'y a pas longtemps où je lui dis avec mon cœur ce que je pense. Mais ça reste entre nous. Et elle t'a répondu? Ben, c'est récent, là. Elle va me répondre. Pas encore. Elle va me répondre. Mais ça, c'est quelque chose qui reste entre nous. Donc, tu vois, tout n'est pas parfait. Mais tu aimes dire les choses. J'aime dire les choses. C'est une amie, je la respecte, mais je sais qu'elle m'a manqué. Voilà. Elle t'a manqué? Elle m'a manqué pas le fait de me manquer moi physiquement. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose que j'ai pas beaucoup apprécié. Et qu'elle sait du coup et qu'elle le sait. Et que tu lui as écrit. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle maintenant un peu de toi. De la femme que tu es. On a parlé de l'actualité, on a parlé un peu politique. Je vois là ton autobiographie toujours se relever. Pourquoi ça te fait rire quand j'aimerais qu'on parle de toi? Non, parce que tu sais, moi je pense que c'est du réchauffé, parce que je ne voulais pas parler de moi, parce que je n'aime pas étaler ma vie privée. Ah, qu'est-ce que tu mets dans la vie privée? Je suis quelqu'un de très réservé pour ma vie privée, très cachotière pour ma vie privée. Les gens racontent n'importe quoi, mais personne ne connaît ma vie privée, elle m'appartient. Que mon mari connaît ma vie privée. Tu vois? Donc, ce livre, j'ai voulu l'écrire tout simplement parce que je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui, jeune, passe par la même case que moi, en me disant qu'il faut lui dire comment réagir et comment assurer son avenir. Parce que tu sais, souvent, quand on est dans une famille où on a subi des petites choses pas très catholiques, il faut savoir rebondir. Il faut savoir foutre un coup de pied au fond et remonter. Et toute ma vie, j'ai fait ça. Toute ma vie, je suis tombée, je me suis relevée toute seule. Et j'ai dit, il faut que j'apporte ce message-là aux jeunes en leur disant, tomber, c'est rien du tout. Se relever et se relever seul, là, tout commence. C'est pour ça que c'est le titre de ton autobiographie. C'est pour ça que j'ai mis toujours se relever. Pourquoi tu as décidé de parler? Tu dis des petites choses pas très catholiques. Ce sont des traumatismes que tu as vécus, dont tu as parlé publiquement. Absolument. Pour rappeler à ceux qui nous regardent. Mais il faut que je dise aux jeunes, même si vous avez été un enfant battu, maltraité, gardez espoir. Agressé sexuellement. Gardez espoir. Tu vois, le temps t'apporte la réponse. Et le temps m'a apporté une belle réponse parce que j'ai fait que des jolies choses, Alexandra. Que des jolies choses. Et dans ta vie privée, dans la construction de la famille, tu parles peu de ta fille, mais tu en parles dans l'autobiographie. Non, je ne parle pas de ma famille parce que je t'ai dit que je suis cachotière pour ma vie privée. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu appelles cachotière? Je n'ai pas envie de parler de ma vie parce que j'ai parlé suffisamment. Je dis aux gens, si vous voulez connaître ma vie, toujours se relever, vous l'achetez et vous allez lire et vous comprendrez. Oui, mais pour pouvoir s'identifier aussi à ce que tu vis, tu vois, quand je parle de ta fille, par exemple, je sens, et t'en parles dans ton livre, qu'il y a un sujet avec ta fille. Oui, mais je ne veux plus parler de ce sujet. Et on va arrêter de parler de ce sujet. Ça a été une histoire compliquée entre vous. On va arrêter de parler de ça. Et juste aujourd'hui... Je ne te répondrai pas, c'est fini, je ne réponds plus. Si tu veux qu'on arrête l'interview, on arrête. Non, mais pourquoi tu ne réponds plus? C'est ça ma question, c'est pourquoi tu ne veux plus en parler. Et tu vas arrêter parce que je vais me lever, je partirai. Ah bah non, ça, je n'ai moi, pas je te envie. dis. Mais qu'est-ce qui te blesse autant? Sans me parler de ta fille, qu'est-ce qui te blesse autant dans l'idée qu'on parle de ta vie à toi? Parce qu'après tout, une femme... J'ai pas envie qu'on parle de ma vie. Ma vie n'intéresse personne, ça n'intéresse que moi. Il y a des gens qui font l'étalage de leur vie, ça c'est leur problème. Il y a des gens qui parlent même de leur petite culotte qu'ils ont portée pour la première fois, ça c'est leur problème, mais moi pas. Ma petite culotte, je la cache. Et il n'y a que moi qui vois et qui sait où elle est. Et c'est une ligne conductrice que tu t'es toujours donnée? Tout le temps. Ma grand-mère m'a toujours dit, qui raconte ses peines, raconte ses mépris. Et j'ai toujours mis ça dans ma tête. Et c'est pour ça que je ne raconte jamais ni mes peines, ni mes douleurs, rien. Je passe des moments difficiles comme tout le monde. J'ai passé des moments difficiles comme tout le monde, mais personne ne sait rien. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu par moment d'en parler sur les plateaux? Parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu sur les plateaux de ce que tu avais vécu. Sujet. Oui. Parce qu'il faut parler de ce sujet. Parce que les femmes, on revient sur ce sujet-là. Ça, c'est une parenthèse de ma vie. Parce que les femmes, j'ai remarqué, surtout aux Antilles, les femmes sont trop cachotières de leur vie privée quand elles sont battues, quand elles sont traitées comme un chiffon. Ces femmes-là, au lieu de dire les choses, cachent les choses, même aller jusqu'à cacher ce que les maris les font subir. Alors moi, j'ai dit, il faut arrêter ça. Comment tu le sais, ça? Tu as eu beaucoup de témoignages autour de toi? Dans ma vie, j'ai rencontré dans ma famille des personnes comme ça. Et mes amies aussi. Elles arrivent avec un œil au beurre noir. Maintenant, je me suis cognée quelque part. Alors, pour cacher le mari. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut que ça cesse. C'est le MeToo, eh bien, on y va. Il faut raconter les choses. Il faut que les femmes te prennent en main. Il faut que les femmes, dès le premier jour, réagissent.
Si tu prends une claque le premier jour, tu dis rien, c'est foutu pour toi. C'est quoi? C'est même jusqu'à l'intimidation? Parce qu'il n'y a même pas les coups. Où est-ce que pour toi commence la violence? Les coups, c'est moral et c'est physique. C'est les deux. L'intimidation, le fait de secouer quelqu'un, le fait de lui faire peur, c'est déjà ce que tu considères comme de la violence? C'est ça. On n'est pas obligé de taper vraiment, mais on peut te démolir moralement. Et combien de temps tu as mis entre le moment où toi tu as vécu ça dans ta vie personnelle et le moment où tu as décidé d'en parler publiquement? Ça a pris combien de temps? Parce que je pense aux femmes... À 50 ans, ouais. j'ai rêvé. À 50 ans, un matin, je me lève et je revois une scène de viol. À 50 ans. Que tu as vécu. Tu sais que l'enfant occulte tout ça. Moi, j'avais ça dans ma tête. Je ne savais même pas que c'était possible. Je l'ai vu à 50 ans. Et ce jour-là, je me suis réveillée, j'étais en larmes. Je revoyais tout, je ressentais tout. Et j'en ai parlé à une dame qui est un peu psychologue, qui m'a dit c'est normal. Il y a des cerveaux d'enfants qui oublient tout. Et à un moment, ça sort. Et c'est à partir de ce moment-là, ça a commencé à me travailler en me disant il faut que j'en parle, quand je n'en parle pas, etc. De 50 ans, tu as vu, j'ai attendu 20 ans pour en parler. C'est ça, c'est énorme. Malgré 20 ans. C'est pour te dire comment c'est difficile. C'est pour ça que quand les femmes aient le courage d'aller au commissariat ou d'alerter qui que ce soit de leurs proches pour dire attention, j'ai subi ça, eh bien ça, c'est une victoire. Qui t'a écouté, toi? À qui tu en as parlé en premier, 20 ans plus tard? À personne. Même mon mari ne le savait pas, il a appris le jour où j'ai fait l'émission il y a quelques mois. Donc, tu as décidé toute seule d'en parler médiatiquement sans en avoir parlé à tes proches, ni à ton mari avant? Mon mari ne le savait pas, il a appris le jour même. Et comment il a réagi? Bien. Il t'a dit... Mon mari, c'est quelqu'un de très brillant. Je sais, je le connais un petit peu, il t'accompagne sans trahir aucun secret. Il est tout le temps avec toi. Ouais. Eh bien, il a trouvé ça très bien. Je n'ai pas parlé de ça à mon mari, mais je l'ai dit dans l'émission. J'ai dit, mais ce que je vais vous dire, je ne voulais pas le faire. Écoute, cette émission-là m'a coûté beaucoup moralement. Pourquoi? La veille de l'émission, j'ai voulu annuler. Tu te sentais plus prête? Non. Je me disais, non, c'est pas possible, je ne peux pas aller raconter ça. C'est trop intime. Mais non, moi, je pense que tu as eu raison. Et puis, le jour de l'émission, j'ai dit, non, je vais, mais je ne vais pas faire l'émission. Je ne vais pas faire l'émission parce que c'est trop me dénuder, c'est trop me mettre... Et puis, j'ai dit, je la fais quand même. Et j'ai fait cette émission, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'espoir pour les autres. Et quel retour t'as eu? Et beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de messages, me dire Babette. Mais jusqu'ici, l'émission, d'ailleurs j'ai su que l'émission est repassée dernièrement parce qu'on m'a appelé. J'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire Babette, tu nous as touchés, mais c'est vraiment formidable que tu as eu le courage de faire. J'ai estimé que c'était mon devoir de le faire maintenant parce qu'il y a trop de jeunes et de la jeune génération et des femmes qui sont dans cette situation et qui n'osent pas parler. Toi, ça t'a permis de faire la paix avec cette histoire? Eh bien oui, là maintenant, c'est derrière moi. C'est une forme aussi de soulagement. Tu vois? Quand tu te libères comme ça et que tu fais participer les autres pour les autres, eh bien tu dis, au moins, tu as fait quelque chose de bien. Et mais tu n'as pas de colère, tu n'as pas... Non, du tout. Parce que tu sais, quand on remonte effectivement des traumatismes qu'on a pu vivre petit... Le jour de mes 50 ans, j'avais de la colère. Je me disais, si jamais je connaissais cette personne, je serais allée là-bas et je l'aurais étripée. Ah oui, oui. Mais tu te souviens de qui c'est? Mais je ne sais pas, c'est le chauffeur de ma mère. C'est le chauffeur de ta maman? Oui. Et tu avais quel âge? Oh, je devais avoir peut-être 6-7 ans. J'étais petite. C'est le chauffeur de ta maman, sans qu'évidemment ta mère soit au courant de quoi que ce soit. Elle n'en a jamais parlé. Personne ne t'en a jamais parlé. Mais écoute, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu ne connais pas les Antilles. Mais tout est secret. Mais même quand on a un amant, on le cache. Parce que ils sont pieux, ils sont... Non, il ne faut pas parler de choses. Je vais te dire. Une fille mère à l'époque, c'était une catastrophe. Il fallait la cacher. Et ça a été le cas de ma mère, cachée, qu'on ne voit pas qu'elle est enceinte. C'était la honte de la famille. Tu liras mon livre pour la suite. C'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée, elle était enceinte de toi. Tu liras la suite. Mais oui, mais moi j'ai envie de parler de toi, mais tu me dis qu'on ne peut pas parler de tout ça. Et je comprends, c'est hyper frustrant puisque ton histoire est dans le livre. En fait, c'est ça que j'essaie de te comprendre, peut-être de t'expliquer ou de te demander maladroitement, probablement, mais c'est que je me dis toute ton histoire est là. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas encore maman, je n'ai pas encore cette chance-là et je sais que toi... C'est une expérience que tu connais et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est une histoire compliquée. Tu liras le livre et tu verras, ça va te conforter dans tes idées.
Alors, explique-moi juste, j'ai une grande peur de l'accouchement. L'accouchement, ça a été, est-ce que ça, on peut parler de cette étape de femme? Mais là, maintenant, tu n'es même pas concernée par l'accouchement maintenant, parce qu'autrefois, il n'y avait pas comment on dit ça là, de péridurale. Il n'y avait pas ça. Donc, tu as accouché sans sans péridurale. Sans douleur. Mais comment sans douleur? Bien sûr que si, avec douleur. Qu'est-ce que tu racontes? La péridurale, c'est sans douleur. C'est oui, comme une lettre à la poste. D'accord, mais tu n'as pas eu de péridurale, toi? Non. Bon, bah alors, c'était comment? C'est atroce. Alors, oui. Attends, arrête. C'est atroce. Tu as eu un long travail? Ouh là 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 là, 8-9 heures. Parce que tu parles il y a eu un coma, il y a eu quelque chose dont tu parles dans ton livre. Tu ne veux pas parler d'autre chose? Est-ce qu'on peut juste clôturer là-dessus pour les gens qui nous regardent sur l'accouchement et sans dramatiser non plus et sans faire peur à toutes les jeunes femmes qui nous regardent, et moi compris. Laisse les femmes accoucher mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, juste sur l'accouchement? Pas sur ta relation avec ta fille, sur ton accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux vraiment savoir? Oui, parce que j'ai envie de m'angoisser avec toi. Allez. Voilà, tu vois ça? Non, mais juste parce que là, on ne va pas le lire ensemble, donc juste sur le coma. Tu regardes ça au début et tu sais tout. Mais tu ne veux pas juste sur cette histoire de coma m'expliquer ce qui s'est passé? Non, sinon je dévoile le livre. Il faut l'acheter, le livre. Il est disponible depuis longtemps. Dépêchez-vous du coup d'aller le chercher. Bon, est-ce qu'on peut parler de ton rapport à l'amour? Alors du coup, on a un peu parlé de ton mari. Alors du coup, j'ai envie de parler de d'âme sœur, de fusion. Je sais que Claude est avec nous, donc il va sourire. A toujours géré ma vie. J'aime les autres. Je ne me force pas. Mais ça, c'est vrai que tu es très généreuse. Et le métier que j'ai choisi, c'est un métier qui m'a confortée dans cette atmosphère d'amour. Parce que la cuisine, c'est quelque chose qui rassemble les gens, évidemment. Mais évidemment, la cuisine, c'est quelque chose que tu fais pour les autres. Tu ne fais pas pour toi, la cuisine. C'est pour faire plaisir aux autres, pour donner du bonheur aux autres. C'est un métier formidable. Quand je suis dans ma cuisine, je suis la femme la plus heureuse du monde. Mon mari ne veut pas savoir parce que lui, c'est le premier qui goûte au plat. J'allais te dire, quand on parle d'amour, on parle de cuisine. En général, on dit que c'est un bon mélange pour avoir un homme à ses côtés. Il n'y a ni question de politique, ni de religion, ni rien, ni de race, ni rien. C'est convivial, c'est vraiment un métier qui rapproche les gens. Bon, donc d'amour. C'est un métier de consensus, c'est un métier de bonheur que tu distribues tous les jours, 3 fois par jour. Quand tu vois les gens, tu les aimes, ça se sent, ça se ressent. Mes clients, quand je les vois, ils savent que je les aime, que je les apprécie, c'est réciproque. Et je fais en sorte de leur faire plaisir. Quand je vois les yeux qui s'écarquillent devant l'assiette, que je vois avec quel engouement ils mettent leur fourchette à leur bout, quand je vois les assiettes qui retournent essuyer, c'est ça mon bonheur. Tu as pris plus de plaisir, tu prends plus de plaisir à cuisiner dans ton restaurant, sur les plateaux de télévision? Ou est-ce que tu aimes faire le plus ton métier? Partout où je suis, qu'il y a de la cuisine, je suis heureuse. Mais médiatiquement, c'était bien ces années cuisine à la télévision? Bien sûr, mais maintenant la cuisine devient un prétexte. Alors moi, quand la cuisine devient un prétexte, ça ne m'intéresse pas. Moi, la cuisine, c'est un vrai métier. C'est quelque chose que l'on fait avec son cœur, avec amour, avec ses tripes. Et il faut faire aimer ça. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait aimer la cuisine. Mais pourquoi tu dis que c'est un prétexte? Regarde, si là, on était sur ce canapé, mais qu'on mangeait en même temps. Quand on dit, qu'on raconte la cuisine comme on raconte un roman, même pas, qu'on raconte une histoire et tu vois rien qui se passe. Tu te dis, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Je prépare telle chose et puis tu vois le plat terminé. Personne n'est entré dans l'intimité du plat. Tu ne sais pas, la personne reste sur sa faim. Tu ne sais pas comment c'est fait. Tu ne sais pas quelle dose d'amour on a mis dedans pour concocter ce plat. Donc, c'est un prétexte. Donc ça te frustre un petit peu sur les plateaux de télévision, le fait de ne pas parler de cuisine, en fait. Quand on parle de cuisine, il faut décortiquer ce que l'on fait. Et c'est toujours ce que j'ai fait à la télévision. Quand je parlais d'un plat, je commençais par le produit, parce que le produit, c'est la star. Quand tu as un très bon produit, les yeux fermés, tu fais un plat impeccable. Donc, je parlais de l'origine de mon produit, comment l'utiliser, comment choisir et tout. Les gens savaient tout sur le produit. Depuis l'achat du produit jusqu'à la dégustation. Et tu as des projets aujourd'hui en télévision? Et même, oui, j'ai envie de refaire justement la cuisine. Alors sous quelle forme? Peut-être que je ferai une petite chaîne YouTube aussi pour parler de la cuisine et faire, de temps en temps que ça me prend, je fais un plat dans ma cuisine et je mets sur les réseaux. Et en interview, tu aimerais recevoir des personnalités? Ah ben oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pour leur parler de cuisine, parce que la cuisine, c'est vraiment quelque chose, un univers qui est très, très dense. On fait tout avec la cuisine. La cuisine gère tous les sujets. Moi, je trouve que la cuisine, c'est un bon prétexte pour parler d'amour. Tu vois, il y a plein de programmes qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les chaînes. Et gère tous les sujets. On sait que ça crée une intimité entre les gens. Tout. Ouais, pour parler des rencontres, pour parler d'amour. Il y a toujours un plat qui te rappelle quelque chose. Il y a une musique aussi qui peut s'adapter à un plat qui s'adapte à un sujet donné. Quand tu penses à ton mari, justement, tu penses à quel plat ou à quel moment alors dans la cuisine? Alors, mon mari. Parce que votre rencontre, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est l'histoire de ta vie. Ans. Plus de 20 ans. Vous êtes rencontrés comment?
Oh, c'est une longue histoire. Bah, ça tombe bien, on a quelques minutes devant nous. C'est une longue histoire parce que c'est un monsieur, quand il commence une histoire, quand il décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Mon mari, tu sais, c'est quelqu'un qui est... Comment je... Parler de mon mari, c'est compliqué. Mais c'est quelqu'un qui est très juste, qui est généreux, mais il est très, très, très attentif à tout ce qui se passe. Il est très éveillé, il est même visionnaire un peu. C'est ça qui t'a séduit? Il voit quelqu'un, il te dit, celui-là, tu peux être sûr que c'est vrai. Mais tu sais, c'est quelqu'un dans son métier, il a parfois aux yeux. Hein. Dans la justice. Mon mari, c'est quelqu'un qui a été jusqu'à mettre son propre ministre en examen. Hein. Il a débarqué à la place Vendôme avec sa greffière pour aller mettre son propre ministre en examen. Tu penses qu'il y a des magistrats? Tu vois qu'il y a des magistrats qui feront ça? Jamais. Donc ce que tu aimes, c'est son sens Moi, j'aime droit, beaucoup loyal. Voilà, j'aime ça. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Conquérant peut-être. C'est comment? Conquérant. Ah oui, aussi. Parce que lui, quand il m'a rencontré... C'est ce que j'allais dire. Il faut aller la chercher, la Babette. C'est là où je voulais en venir. Alors là, c'était pas facile pour lui. C'était pas facile? Ah, c'était pas facile. C'est vrai? Comment il a fait? Combien de temps ça a duré? Et je vais te dire une chose, c'est un homme qui est tenace. Quand il tient quelque chose, il ne lâche pas. Bon, et comment il t'a séduit alors? Comment il a fait? J'étais dans un endroit où il y avait... c'était une soirée où je ne voulais pas aller. Et puis, grâce à mon attachement, je suis allée. Et je revois un ami journaliste qui me parle. Et derrière, j'entends une voix que j'entends tous les jours maintenant et qui dit « Comment tu ne me présentes pas ?» Et c'était parti. Ça y est, il s'est imposé. Il a surveillé quand il y avait une place à la table où j'étais. Il s'est installé, mais ça met tout sur ma main. Mais n'importe quoi. Il a verrouillé le dossier. Ah, il a verrouillé le dossier, mais avec beaucoup de difficultés. Ça a duré des mois, des mois, des mois. Pourquoi? Et tu sais comment ça marchait pour lui? Non, vas-y, raconte. Et un jour, il m'appelle, il me demande si j'ai un fax à la maison. J'étais chez mon éditeur. J'ai dit oui. Et là, je vois des pages et des pages qui défilent. Je prends, je lis. J'ai commencé à pleurer, je l'ai appelé. Il m'a dit, j'arrive, madame. Et il y avait écrit quoi dans dans ce fax? C'était quoi l'intérêt du fax? C'est dans le livre. C'est une déclaration d'amour. Ah oui, c'est quelque chose de très beau. J'avais jamais lu quelque chose d'aussi beau. Et pourquoi ça a mis autant de temps? Parce que tu étais méfiante? Parce qu'il avait envie de faire les choses bien? Parce qu'il sentait que ça allait être... Tu sais, les hommes, ça parle beaucoup. Hein, et puis, à mon âge, tu peux parler, tu parles toujours, tu m'intéresses. Hein. Mais il a su justement parler et m'intéresser. Donc, tu étais méfiante, en fait. C'est que tu n'as pas eu beaucoup de chance avec les hommes avant, Claude. Donc, je me méfiais beaucoup. Mais lui, c'est comme une sangsue. Tu vois la sangsue hein? Au bon sens du terme. Oh oui, mais là, on va dire que au bon sens, mais il ne te lâche pas. Eh bien, il ne m'a pas lâché. Eh bien, c'est beau parce que tu dis que ça fait plus de 20 ans. Il ne m'a pas lâché et il a été jusqu'au bout de ses rêves. Et aujourd'hui, tu sais que c'est l'homme jusqu'au bout. Il m'énerve. Alors, je peux te dire, les maris... Ça, j'adore parce que ça, maintenant, c'est les trucs de femmes. Écoutez bien. Il m'énerve. Mais comment peux-tu faire sans lui? Pourquoi il t'énerve? Mais c'est le caractère. C'est comme ça. Surtout lui. Lui, il croit toujours qu'il est au tribunal. Il y a toujours des questions à te poser. J'ai horreur qu'on me pose des questions. Lui, un sujet, il te pose 1000 questions autour. Non. Babette, t'étais où? Tu rentres à quelle heure? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce mon mari ne me dit pas ça. Je rigole. Évidemment, c'est une caricature. Si mon mari me dit un jour comme ça, il ne veut pas qu'on reste ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu étais? Tout ça? Jamais. Ça n'existe pas entre nous. Donc, quelles questions il te pose alors sur ton métier? Il s'intéresse à toi, en fait. C'est quand même super. Si on parle d'un sujet donné, il faut qu'il décortique tout le sujet en te posant des tonnes de questions. Mais tu sais qu'en politique, c'est pas mal ça. Pour la femme politique que tu es, j'imagine que vous partagez ta carrière et tes ambitions politiques, vous la vivez ensemble. Mais bien sûr. Donc par exemple, tout ce qui se passe dans la France, la situation... Moi, je rate rien. Je suis au courant de tout. Toi, tu es au courant de tout? Je m'occupe de tout. Je suis politiquement, ça m'intéresse. Et tu t'informes comment? Sur les chaînes d'information? Sur les chaînes, même dans mon portable, c'est pas le temps. Mais j'ai toujours, il me faut à l'affût de l'actualité, savoir ce qui se passe et tout ça. Dans le monde aussi? Tout le temps, l'élection de Trump. Alors, j'allais te parler de l'élection de Donald Trump. Je me suis réveillée la nuit pour aller regarder tout ça, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il a raison parce que lui, au moins, il a fait la politique pour son pays, il a défendu son pays. Et j'espère qu'un jour, qu'on aura un président qui va défendre la France et qui parlera de la France. Donc, quand tu dis en priorité les Américains, oui, je dis la France first. Voilà, c'est tout. Il a raison. Tu pensais qu'il allait être élu? Tu le sentais ou tu as été surprise? Non, je n'ai pas été tellement surprise parce que je connais cet homme-là. On sait je savais qu'il allait l'emporter. Même si Kamala Harris. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, il a défendu son pays. C'est l'Amérique. Et bien, le jour qu'on aura un président qui ne va pas regarder ailleurs quand la maison brûle, mais ça marchera bien. Et ça? Parce que nos présidents, ils font, à part quelques exceptions, regardent toujours ailleurs. Ce qui se passe, c'est jamais chez eux.
Alors maintenant, il faut qu'on trouve un président qui parle de la France et qui parle au Français. Donc, si le jour qu'on aura un président qui parlera au Français, tu verras comment la France sera belle. Donc si tu avais été aux États-Unis, américaine, tu aurais voté pour Donald Trump. Uniquement parce qu'il défend les intérêts des Américains. Et pourtant, ses positions sur les femmes, toi qui es très féministe, tu es quand même d'accord qu'il y a des choses... Ça, il y a des choses à remédier, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans son rang qui lui fera comprendre qu'il faut aider les femmes. Donc pour toi, c'est la politique en numéro 1. Il faut qu'il y ait une femme comme notre grande dame Simone Veil. Il faut qu'il y ait une Simone Veil là-bas. Avec des vraies valeurs. Je garde espoir qu'il y en aura une. Pour le recadrer. Mais bien sûr. Et donc tu espères que cet état d'esprit américain absolument, ça changera. Mais bien sûr. Demain en France. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus en France? On va terminer sur cette question. Si on devait faire un état des lieux et pour les années à venir, qu'est-ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce qui m'inquiète? Tu as vu l'immigration? C'est ça, tu as vu ça? Tu as vu le pouvoir d'achat des Français? Alors, le pouvoir d'achat des Français, c'est le quotidien. Je vais te dire. En parlant de pouvoir d'achat, est-ce que tu connais un peu le niveau du pouvoir d'achat dans les dom-toms? On en a parlé tout à l'heure, il est extrêmement faible. 890 € par mois pour quelqu'un en Guadeloupe, 750 € pour la Martinique et 550 pour la Guyane. Tu crois qu'on peut vivre avec ça quand on a l'inflation à 42%? Il y a 37% de pauvres en Outre-mer. La France fabrique des pauvres en Outre-mer. En fait, c'est se dire jusqu'où ça va aller. Elle est là, ton inquiétude. Jusqu'où ça peut aller. Mais il est temps qu'on se réveille. Je pense qu'on devrait aller vers une autonomie pour les Outre-mer. Parce que tu vois, la Polynésie, ils ont une autonomie. Évidemment, tout ce qui est régalien, c'est la France qui gère. Mais ils vivent bien. Je suis allée en Polynésie. J'ai fait d'ailleurs, il y a Le Cornu qui m'a donné une mission. C'était une carotte qu'il me donnait pour me faire venir de son camp. C'était un hypocrite fini, Le Cornu, là. C'est un faux cul fini. Il a fait ça pour... écoute, moi, je suis là... T'en veux à beaucoup de monde. Je m'en fous. Non, j'en veux pas. Il m'a donné, soi-disant, une mission. Au départ, il me disait que c'était gratuit, il ne me payait pas. J'ai fait comprendre qu'en 1848, l'esclavage est terminé, il faut me payer. Mais c'était la part, tu vois. Et ça aussi, j'ai un livre à sortir là-dessus. Parce que c'est pas possible, c'est des pourris en politique. Ils sont vraiment pourris. Et toi, tu as envie de dénoncer tout ça. Pour revenir à l'outre-mer, regarde, est-ce que tu penses que tu peux vivre avec un seuil de pauvreté comme ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir à un moment donné, un moment, de toute façon, ça explose. Je vais te dire maintenant, il y a la cocotte minute. Avec son couvercle, ça commence à siffler un peu. Mais quand ça va péter, tu vas voir un peu ce que ça va faire. Mais ça fera peut-être bouger les choses aussi. Et nous sommes en train de suivre cette ligne-là. Ça a commencé par la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est la Martinique, la Guadeloupe. Tout ça, ça va s'enflammer. Si c'est ceux qui veulent en France, eh bien, ils l'auront. Ça va leur péter en pleine gueule. Parce que les Outre-mer, ce ne sont pas des sous-Français. Ce sont des Français à part entière. Donc, je ne comprends pas comment on peut ne pas les considérer. Eh bien, c'est important de t'entendre. Et je te remercie, Babette, d'être venue sur ce plateau. Oui, c'est déjà le moment de se quitter. Merci infiniment. Donc, ton livre, du coup, Toujours se relever, ton autobiographie. Et puis, il n'y a pas que, parce que moi, je voulais te parler de ce livre-là. Oui, dis-moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un livre que j'ai écrit parce que c'est la face cachée de la politique en Île-de-France. Je parle des dessous de la politique, des magouilles qui se passent justement au sein de cette politique en Île-de-France. Et d'ailleurs, ce livre-là, il y a la Valérie Pécresse, il y a comment il s'appelle, Patrick Karam et Othman Naslou. Ils m'ont appelé en diffamation, mais je vais me défendre parce que tout ce qui est dans mon livre, je peux le prouver. Et ça dérange. Mon livre a beaucoup dérangé. Et il y a une partie qui m'intéresse particulièrement, il faudrait qu'on m'explique comment pour le CRT, ils ont dépensé 3 millions pour faire un site Internet. Bon, on découvre tout ça dans ton livre. Dans mon livre. Merci beaucoup, Babette. Merci d'être venue dans Allo Alex. C'est parti vite. Eh bien ouais, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, mais tu reviens quand tu veux. Je vous promets, je reviendrai. Surtout, j'aime beaucoup Alexandra. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, Babette. Merci.